Wunderparlement. Wunderparlement. Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Il presidente. Ucz się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi, tu peux venir. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Wunderparlement, c'est Radio Quetch et Radio WNE qui essayent de vous faire comprendre ce qui se passe ici au Parlement européen de Strasbourg. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, on a Inès Thoiron qui nous parle de son Erasmus en Hongrie. Il y aura la revue de presse de Jean-Luc, la revue de presse européenne. Ninon a rencontré Manon Aubry, présidente du groupe The Left. On découvrira ça ensemble dans quelques instants. Notre invité du mois est Johan. À toi la parole, Erwan. Je rappelle qu'on est aussi ici au Parlement avec Jean-Luc, Ninon et Bertrand à la Réal. Bonjour, pour ce nouvel épisode de Wunderparlement, je réalise une interview de Johan. Wunderparlement. In Straatsburg. Dessinateur, créateur et passionné de bande dessinée. Johan, bienvenue. Pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas encore ? En longueur ou en hauteur ou en largeur? Comme vous voulez. Alors, la hauteur 1,93, la largeur 30 cm. Je suis facile à ranger. On voit que vous avez de l'humour, c'est drôle. Je suis venu là pour rigoler, principalement. C'est génial. Et pas pour vous raconter le début de ma vie. Depuis quand faites-vous des BD et comment l'aventure a commencé ? Elle a commencé quand avec de la confiture. J'ai dessiné sur le mur de mon lit un Popeye à la confiture avec mon doigt. Super. Avec quel éditeur travaillez-vous ? Alors, ce jour-là, mon éditeur, j'en avais pas, c'était mes parents. Et actuellement, c'est des éditeurs adultes qui publient mes dessins. C'est dans le magazine Spirou. Comment et où se procurer vos BD ? Là, je viens de te parler de magazines, donc c'est pas des bandes dessinées, c'est pas des livres en dur, donc c'est des magazines que tu trouveras en kiosque ou alors il faut être abonné. Donc des livres, c'est assez rare pour ma part. Le dernier qui est sorti, c'était un carnet de voyage de Lucie en Asie, qui est sorti chez un éditeur qui s'appelle Bikini, dont les livres sont quasi introuvables. Bon courage, heureusement qu'il y a Internet Wurst pour trouver le livre. J'espère en tout cas qu'on va réussir à les trouver. Est-ce difficile de vivre du dessin ? Oui, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. La preuve, je suis toujours vivant. Combien de BD sortez-vous par an ? Environ 0,76. C'est pas beaucoup. Clair. Que pensez-vous des bandes dessinées à lire sur écran, sur Internet ? J'ai jamais essayé. Donc, non, je suis un peu accro au papier, c'est ma drogue. Donc, je dessine encore sur papier. Je dessine pas avec un stylet sur du plastique. Et donc, je lis mes livres sur du papier. Donc, je suis pas le bon candidat pour répondre à cette question. Vous êtes parti un temps en Afrique il y a quelques années. Est-ce que cela vous a inspiré pour vos dessins ? D'abord, j'ai pas eu le choix. On m'a emmené. J'étais mineur. Mon papa allait travailler là-bas. Donc, il m'a emmené dans ses valises. Et effectivement, j'ai dessiné là-bas. Donc, j'avais déjà commencé avant sur des murs avec de la confiture, je te l'ai dit tout à l'heure. Et là, j'avais trouvé des stylos. Et j'allais acheter mes carnets de dessin dans un village tout proche du mien, parce que je vivais dans la brousse à l'époque, et il y avait un village où ils vendaient des cahiers avec du papier dessin, c'est-à-dire autre chose que des cahiers avec des carreaux et des lignes. J'étais trop content. Génial. Pouvez-vous nous présenter le personnage de la petite Lucie que vous avez créé ? Racontez-nous son histoire. Alors, c'est un accident, comme tous les enfants, souvent. Donc, elle est née dans un fanzine, donc un petit magazine que je faisais avec des copains étudiants. Et c'était un bouche-trou pour boucher les trous, les trous qu'il y avait dans la maquette. Et depuis, elle me poursuit. Donc, c'est un peu la petite fille que personne aimerait avoir en réalité à la maison. Mais elle est formidable, je l'adore. Mais comme elle est en papier, je la casse et je la fais renaître quand je veux. Vous êtes actuellement au Parlement européen car vous avez comme projet de faire une BD sur le Parlement. Comment et pourquoi est né ce projet ? Alors, pourquoi elle est née ? Elle est née avec le Covid. Avant, je faisais des carnets de voyage, on en parlait tout à l'heure,
notamment en Asie. Et avec le Covid, on ne pouvait plus trop voyager. Et Jean-Luc m'a proposé de venir au Parlement pour suivre des étudiants qui essayaient d'attraper des parlementaires de leur pays pour les interviewer. Et donc, je me suis dit, mais c'est fabuleux, je vais faire un faux carnet de voyage au Parlement européen, car venir ici, c'est un sacré voyage, finalement. Et cette BD est en route, le brouillon est là, sous nos yeux, il est par terre, mais je ne peux pas te le montrer, et puis ça ne sert à rien, on est à la radio. Et donc, cette bande dessinée va exister, elle va être publiée en supplément dans le magazine Spirou pour les abonnés. Donc, si tu n'es pas abonné, tu ne l'auras pas. C'est catastrophique. Ah, c'est dommage. C'est inspirant pour la petite Lucie, le Parlement européen. Oui, parce que accompagner des gens qui font de la radio comme vous aujourd'hui ou la fois d'avant avec des étudiants, on voit un peu tous les à côté, le côté backstage du Parlement, tous les petits détails rigolos qui ont l'air totalement inintéressants pour quelqu'un qui suit le Parlement de l'extérieur et qui voit que des lois qui tombent de là-haut. Donc, c'est un petit récit super potache, mais on apprend quand même pas mal de choses dans ce petit récit qui fera que 12 pages et demie ou 14 pages,75. On apprend quand même pas mal de choses sur le fonctionnement de ce bidule. De quoi la BD va-t-elle le plus parler? Qu'est-ce que vous allez mettre le plus en avant? La rigolade. D'accord. On voit que vous avez de l'humour, c'est génial. Mais la BD, plus concrètement, vise à peu près quelle tranche d'âge? Maintenant, un peu tout le monde. Quand j'ai commencé, c'était un peu la BD, c'est pour les enfants. Ça, c'est un peu terminé. C'était le discours du siècle dernier. Là, la BD ou une succession de cases, parce que c'est pas obligatoirement un livre, ça peut être des choses courtes, des strips en 3 cases, des pages solo dans des magazines. Ça permet d'aborder un peu tous les sujets. Si tu en lis un peu, tu le vois, parce que maintenant, la BD, elle va vraiment dans tous les sens. Tu peux aborder des sujets politiques, sérieux, pour les gamins, pour les vieux. Tout le monde peut être concerné par ça. Donc là, je vois des gens qui découvrent la bande dessinée maintenant, mais à un âge bien avancé. Alors que ce n'était pas le cas il y a 20 ans. La BD devrait sortir quand, du coup? Alors c'est un petit livret qui sera un supplément au magazine. Donc c'est vraiment un petit bidule qui doit être grand comme un passeport, un peu plus grand qu'un passeport, avant l'été, je pense. D'abord, il faut que je la dessine, car là, je n'ai qu'un brouillon. Dernière question, quelle formation conseillez-vous à des jeunes qui seraient intéressés pour se lancer dans la création de bandes dessinées? Alors là, j'en sais rien. Bon, il y a des écoles. Moi, j'ai pas été dans une école, parce que j'étais plus attiré par le dessin que la bande dessinée. La bande dessinée, c'est quand même raconter des histoires. Ça, c'est un autre exercice, donc je le fais parfois, mais pas uniquement. Donc, il y a des écoles, on peut apprendre tout seul. Mais déjà, pour quelqu'un qui dessine et qui a envie de dessiner, le seul conseil que je peux lui donner, c'est dessiner tous les jours et dessiner tout et n'importe quoi, et même aller dessiner l'écorce d'un arbre dans la forêt ou une chaise au coin du bar. Parce que c'est en répétant l'exercice qu'on y arrive. C'est comme un musicien. S'il ne gratte pas tous les jours, il n'avance pas. Je vous remercie et j'ai hâte de découvrir les aventures de la petite Lucie au Parlement européen. Je reviendrai. Wunder Parlement. In Straatsburg. Vous êtes toujours en direct de Wunder Parlement, cette émission en direct du Parlement européen de Strasbourg avec Radio WNE et Radio Quetch. N'hésitez pas à aller retrouver tous les podcasts de ces émissions sur wunderparlement.eu. Il y a aussi un compte Instagram, wunder.parlement, qui vous permet de suivre les coulisses de l'émission qui vous parle des coulisses du Parlement européen. Et c'est maintenant Ninon qui arrive en plateau pour nous présenter son sujet du jour. Si je ne dis pas de bêtises, tu as rencontré Manon Aubry. Oui, c'est exact. Alors salut à vous, salut à toi l'Européen, salut à toi l'Européenne. Je viens aujourd'hui râler. Je profite d'être au Parlement européen de Strasbourg pour prendre un peu de recul sur la situation critique de mon pays qui joue au jeu du chat et à la souris avec la démocratie. Bien que la langue dans laquelle je parle ne laisse aucun doute, si c'était le cas, tu as pu confirmer que mon pays, c'est bel et bien la France. Et le chat qui chasse la démocratie, c'est le gouvernement. J'ai essayé de prendre du recul, mais j'avoue, j'ai pas vraiment réussi. J'ai fini par me demander qu'est-ce qu'on aurait dit si on observait les mêmes choix antidémocratiques dans un autre des 27 pays membres. Et si je choisis cette comparaison-là, c'est parce qu'au fur et à mesure de mon cheminement en tant que citoyenne européenne, j'ai le souvenir que parfois j'étais horrifiée de certaines décisions politiques dans les pays membres, mais
surtout, j'étais choquée des moyens de répression mis en place pour que ces décisions s'appliquent. Il faut maintenant avouer qu'après un quinquennat d'Emmanuel Macron et le début de son deuxième, ces comparaisons ne tiennent plus vraiment la route. Depuis janvier 2023, la France s'essouffle du gouvernement en place. La contestation dépasse bien évidemment le sujet de départ qui porte le nom de réforme de la retraite. Ce n'est pas que la réforme des retraites qui énerve, non, ça c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que moi, du haut de mes 25 ans, je n'ai pas connu beaucoup de mouvements de contestation sociale. Pourtant, tous ceux que j'ai connus sont à la sauce Macron. D'abord la loi travail en 2016, quand il n'était que ministre de l'économie. S'en est suivi le mouvement des Gilets jaunes en 2018, sous le premier quinquennat de Macron. Mouvement étouffé par la répression policière à la façon se plaindre amène à risque de perdre un œil. Mais bon, c'est donc à peine 6 mois après le début de son deuxième mandat, sans surprise avec des méthodes toujours plus violentes, que le président allume la flamme et enflamme ce qui brûlait déjà à l'intérieur des Français et des Françaises. La mise à mal de notre démocratie et l'amputation d'un droit fondamental que François Mitterrand appelait, il y a plus de 40 ans, le droit au repos des travailleurs. 11 jours de mobilisation et ça n'a pas suffi. Il existe même une théorie assez rigolote lue sur les réseaux sociaux qui demande finalement notre cher président, ça ne serait pas la révolution qui l'attend. Faut imaginer Macron en caricature qui se demande qu'est-ce que je peux bien faire de plus pour qu'il remette une révolution. Mais il y a une autre théorie bien moins drôle parce qu'elle est bien plus réelle. C'est la théorie qui semble être appliquée en pratique et qui dit que cette réforme des retraites est une démonstration de toute puissance pour tester notre résistance en reconnaissant que si cette réforme passerait, toutes les suivantes aussi. Alors j'ai demandé ce matin à Manon Aubry, présidente du groupe de la gauche au Parlement, son avis sur la question. On l'écoute tout de suite. Je peux vous le dire, vu du point de vue européen, c'est vrai qu'on a quand même une loi qui a été adoptée en France sans un vote à l'Assemblée nationale, un vote du Parlement. C'est assez iconoclaste quand je dis à mes collègues ici au niveau européen que non seulement on a une loi aussi importante que la loi sur la réforme des retraites qui n'est pas adoptée par notre Parlement et qu'en plus ce type de méthode antidémocratique est validée par notre Conseil constitutionnel. C'est vrai qu'il y a des questions qui sont à juste titre soulevées, puisqu'ici on a coutume de faire des rappels sur les questions d'état de droit aux États. Je pense qu'on peut aussi en faire sur la question de la répression policière en France. Donc voilà, c'est une décision du Conseil constitutionnel que je respecte, mais que je trouve éminemment politique au vu des arguments juridiques qui existaient. Mais que je sais aussi que cette décision ne va absolument pas arrêter la mobilisation qui est en France. Et en témoigne le concert de casseroles hier soir pendant l'allocution d'Emmanuel Macron et qui en dit long aujourd'hui sur le désaveu, la fracture d'un homme seul dans son palais, retranché face à tout son peuple. La lutte peut continuer pour les Français et Françaises qui n'y croient plus. La lutte, elle peut et elle doit continuer. Vous savez, moi j'ai commencé en politique, à m'engager, parce que je ne faisais pas de politique à l'époque, sur la mobilisation contre le CPE, c'était en 2006. Et le CPE a été retiré bien après sa promulgation parce qu'il y a une mobilisation qui était forte et massive. Et la vérité, c'est que Macron, là, il ne peut plus mettre un pied dehors sans qu'on lui rappelle sa brutalité sociale et démocratique. Et c'est assez symptomatique. Ça veut dire à quel point il est aujourd'hui isolé dans le pays et qu'il soit prévenu. Nous continuerons à coups de casserole, de sifflet, de tout ce qu'il veut, mais il ne pourra pas mettre un pied dehors tant qu'il ne comprendra pas la colère profonde qui est aujourd'hui dans le pays, qui est née à la fois de la réforme des retraites, mais d'ailleurs aussi de la hausse des prix. Et que tant que Jupiter ne sera pas redescendu sur notre petite planète Terre, eh bien, la mobilisation se poursuivra d'une forme ou d'une autre. En tout cas, on n'est pas prêt de passer à autre chose, contrairement à ce qu'aimerait bien Emmanuel Macron. Merci Manon Aubry au micro de Radio Quetch. Je remercie Manon Aubry d'avoir partagé son avis au micro. Et puis moi, pour conclure, je dois avouer que c'est très difficile quand on a 25 ans et qu'on n'a connu que des luttes sous le gouvernement Macron, d'avoir encore de l'espoir d'un avenir meilleur et d'une justice sociale. Je me souviens, quand j'étais enfant, à l'école, on récitait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je ne m'en souvenais pas par cœur, mais il est écrit dans son article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Merci Ninon, merci à Manon Aubry d'avoir pris du temps pour Radio Quetch et Radio WNE. Vous êtes toujours dans Wunder Parlement, cette émission qui fait un lien entre le Sungo, l'agglomération mulhousienne et le Parlement européen de Strasbourg. Tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse avec Jean-Luc. Wunder Parlement. Au nom des Verts, du PPE et du Conseil européen, ça remplace la messe. c'est la revue de presse.
Oui, bonjour et bienvenue au Parlement européen. Alors, on va se faire un petit spécial Allemagne, puisque, comme vous le savez tous, c'est l'Allemagne qui dirige l'Europe. On peut faire semblant, nous Français, d'être les rois du monde, les rois de l'Europe, etc. Eh bien, on n'est même pas les rois du Sungo, parce que dans le Sungo, ce sont les Suisses qui décident de tout. Non, bon, bref, revenons à nos moutons allemands. Rappelons-nous, septembre 2021, élection fédérale en Allemagne. Et quelle coalition gagne ? Eh bien, ce n'est pas la jamaïcaine, vert, jaune, noir, qui réunit les écolos en vert, les libéraux en jaune et la droite CDU-CSU en noir. Eh bien non, c'est la coalition feu tricolore, en l'occurrence vert, jaune, rouge. Donc les verts, les écolos, les jaunes, toujours les mêmes FDP, les libéraux, et les rouges qui sont le SPD, les socialistes du coin. Parmi les nombreuses promesses électorales, qui n'engagent que ceux qui y croient, bien sûr, évidemment, mais parmi les nombreuses promesses électorales, il y a la légalisation du cannabis. Et oui, cette plante très dangereuse qui tue. Non, justement, elle n'arrive pas à tuer, mais bon, on essaye quand même de le faire croire. Bref, la légalisation du cannabis. Et aujourd'hui, en avril 2023, que se passe-t-il ? Eh bien, enfin, après près de 2 ans de réflexion, eh bien, le gouvernement allemand a annoncé son plan de légalisation du cannabis. Alors, pourquoi ont-ils mis aussi longtemps ? Eh bien, c'est simple. Ils ont négocié avec la Commission européenne. Pourquoi ? Parce que la Commission européenne n'aime pas le cannabis. Et oui, c'est terrible, mais l'Europe s'infiltre partout dans nos politiques. Et donc, pour respecter cette volonté de l'Europe de ne pas légaliser, eh bien, ils ont tout simplement altéré, ils ont réduit leurs ambitions. Donc, en gros, à l'arrivée aujourd'hui, nous raconte le quotidien Le Monde, on a bientôt le droit, avant la fin de l'année 2023, en Allemagne, d'avoir 25 grammes de cannabis, d'herbe sur soi. Et on va aussi autoriser les associations à but non lucratif de fumeurs invétérés, limitées à 500 personnes. Donc, on va avoir le droit de se réunir pour planter des choux et de la marijuana. Mais pas plus de 3 plants par tête, quand même, n'exagérons pas. Et une autre proposition qui était dans l'air, c'était tout simplement d'ouvrir des boutiques où on pourrait acheter légalement du cannabis. Eh bien, ça, justement, la Commission européenne n'en veut pas. Le maire de Kehl, la banlieue allemande de Strasbourg, était déjà vent debout contre cette possibilité. Il avait peur que sa petite ville se transforme en supermarché de la drogue avec des kilotonnes de Français qui font la queue de tous les côtés pour acheter leur dose de marijuana, comme c'est le cas aujourd'hui pour le tabac qui est presque 2 fois moins cher en Allemagne, et les Strasbourgeois viennent tous les jours en tram acheter leur dose de tabac, une drogue autrement plus dangereuse qui tue, elle, des millions de personnes chaque année. Donc aujourd'hui, que se passe-t-il ? Eh bien, on attend le final de cette légalisation du cannabis, et il y aura des tests dans certaines régions allemandes avec l'ouverture de boutiques à cannabis, mais on ne sait pas encore quelles sont les landes, quelles sont les régions qui auront le droit de faire ça. Bref, le suspense continue et on se demande bien pourquoi l'Europe est intervenue dans cette négociation germano-allemande. Heureusement, les Allemands ne pensent pas qu'au cannabis, ils pensent aussi au carbone. Le Parlement européen, d'ailleurs, vient d'adopter la réforme du marché du carbone, donc qui vise à réduire les émissions de CO2 dans l'Union européenne. En ce mardi 18 avril 2023, les eurodéputés ont approuvé une série de mesures. Alors, selon France 24, les taux se resserrent sur les industries les plus polluantes. Après, est-ce que le nucléaire fait partie des industries polluantes ? On rappelle que l'Europe a rentré le nucléaire dans les énergies vertes, ce qui peut se discuter. Mais l'Allemagne et la France, le fameux couple qui fait
le beau temps, la pluie et le beau temps en Europe, n'est pas d'accord. Les Allemands viennent d'éteindre leur dernière centrale nucléaire. Alors, est-ce que c'est pour recourir au charbon hyper polluant, mais aussi aux énergies renouvelables, éoliennes, hydrauliques, solaires, etc. Et donc, on se dirige vers une nouvelle baston franco-allemande, le nucléaire porté par Emmanuel Macron comme la solution à tous les problèmes, et de l'autre côté du Rhin, tout simplement, la volonté de développer véritablement les énergies renouvelables, alors qu'en France, on en est malheureusement très loin. Bref, on continue de s'intéresser à l'avenir de l'Europe en venant tous les mois au Parlement européen de Strasbourg. Merci Jean-Luc pour cette revue de presse, le Louftibus, en tout cas non, la revue de presse européenne, le Louftibus, ça me rappelle les années Frühstück, la matinale de Radio MNE. On arrive tout doucement à la fin de cette émission, mais avant on passe de l'Allemagne à la Hongrie avec Inès Thoiron qui nous parle des bistrots réputés de Budapest. C'est un épisode numéro 7 qu'on écoute dans Wunder Parlement. Une Alsacienne à Budapest. Une chronique de Inès Thoiron. Budapest, en plus d'être connue pour ses fameux bains thermaux, est connue pour ses ruines-bars. Derrière des façades de bâtiments qui semblent abandonnés se cachent de véritables bars aménagés dans ces décors sortant de la perfection. Après la Seconde Guerre mondiale, et suite à la déportation de 10 000 juifs, le quartier juif de la ville a été abandonné et de nombreux bâtiments, symboles des rêves irréalisés de Staline après l'ère communiste, dévastés et en ruine. Mais c'est en 2004 qu'Abel Sendovic et ses amis ont décidé de réaménager un ancien bâtiment en ruine pour ouvrir un bar qu'ils ont appelé le Simpla. Le principe était de pouvoir proposer à la jeunesse de Budapest des boissons à des prix abordables dans un cadre original avec des décorations vintage. Le phénomène des ruines-bars a évolué et de nombreux bars ont pris vie dans des bâtiments abandonnés. C'est véritablement une forme de recyclage de ces bâtiments. Pendant longtemps, il y avait la peur générale que ces bars ne survivraient pas longtemps, puisque les bâtiments étaient menacés de destruction. Finalement, ces lieux sont devenus des éléments iconiques du paysage de la ville, où de nombreuses personnes y viennent simplement pour les découvrir. Mais au fur et à mesure des années qui passent, d'autres ruines-bars ont ouvert avec un concept légèrement différent, moins shabby chic, graffiti et désordre, mais plutôt élégant, comme le fameux ruine-bar Mazel Tov, situé dans ce même quartier juif. Ces ruines-bars proposent d'autres activités que de boire, mais sont aussi des lieux où vous pouvez manger, danser, voir des films, mais aussi dans le cadre du Simpla, venir acheter des produits locaux au petit marché, ouvert tous les dimanches matins installés au sein du bar. Ce sont aussi des endroits où vous pouvez passer des heures à lever vos yeux et admirer toutes les décorations du bar, que ce soit des affiches, des autocollants, des vélos, des peluches, des pièces détachées de voitures, des baignoires et plein d'autres petits objets et détails. Voici maintenant une petite liste de ruines-bars que je peux que vous conseiller de visiter si vous venez à Budapest. Le Simplakert, bien sûr, avec toutes ces décorations données par des gens, accumulées au fil des années. D'ailleurs, le bar vous propose souvent des concerts, des ateliers culinaires et, comme dit précédemment, un petit marché avec des producteurs locaux chaque dimanche matin. L'Instant Fogache est aussi un lieu à découvrir avec ses 18 bars qui vous proposent des boissons de pays différents et ses 7 étages. C'est aussi un lieu qui se transforme en discothèque. Le Dobos en est un autre et si vous vous y rendez, vous pourrez y admirer son arbre âgé de 320 ans situé dans la cour intérieure. 2 pistes de danse vous attendent ainsi que ses bars. Le Chendes Letterem est un ruine-bar au décor assez particulier puisqu'il mélange graffiti et éléments modernes, avec des cadres et lustres baroques dans un espace très intimiste. Et le Mazel Tov, bien sûr, vaut le détour, puisqu'en plus d'être un ruine-bar plus élégant, c'est un restaurant qui vous propose un menu gastronomique et où vous pouvez passer de bons moments en famille ou entre amis autour d'un brunch ou d'un verre. Une Alsacienne à Budapest. Une chronique de Inès Thoiron.
Merci à Inès qui nous fait vivre une partie de son Erasmus à Budapest et que vous pouvez retrouver certainement avec nous ici en plateau le mois prochain. On le rappelle, on se donne rendez-vous ici au moins une fois par mois au Parlement européen de Strasbourg. On remercie Bertrand Vigier à la réalisation, Erwan pour l'interview du jour, Ninon pour la chronique, Jean-Luc pour la revue de presse et Jour. Merci Jour d'être venu dans notre émission. C'était Wunder Parlement. Chaque mois À bientôt. au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Strasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi, tu peux venir.